Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on vit en ce moment une période particulière. Et un sujet qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, dans ce contexte atypique, c'était l'évolution de la pratique du télétravail. Effectivement, nous venons d'une situation en 2017 où, selon la DARES, seulement 3% des salariés pratiquaient le télétravail. Et au sein du groupe Alpha, nous avons eu l'occasion de réaliser une étude sur 125 accords de télétravail signés entre 2017 et 2018, et nous avons mis en évidence que le nombre de jours moyens télétravaillés par semaine était seulement de 1,5. La situation s'est totalement inversée depuis le premier confinement. Jusqu'à 25% des salariés, toujours selon la DARES, ont pratiqué le télétravail et d'une manière massive à 100%. Aussi, on assiste maintenant à une situation assez paradoxale où on vient d'une période où on pouvait penser que les directions étaient plutôt réticentes à mettre en place le télétravail, à une situation où maintenant, dans les entreprises que nous accompagnons, notamment les grands groupes, on a de plus en plus une volonté de développer cette pratique, y compris de manière relativement importante, jusqu'à 3 ou 4 jours par semaine, et de restituer des surfaces locatives. C'est dans ce contexte que vient d'être signé le nouvel accord national interprofessionnel sur le télétravail. Et nous, on voulait se pencher avec Antoine sur ce sujet, notamment pour mettre en évidence la différence entre l'accord qui a été signé en 2005 et qui visait à inciter les entreprises à mettre en place cette pratique, et l'accord qui vient d'être signé et qui pose plutôt un cadre qui vise notamment à limiter certaines pratiques qui pourraient être contre-productives pour les salariés. Alors, un des premiers sujets qu'on voulait évoquer avec vous, c'était les notions de volontariat et de réversibilité. C'est un sujet qui occupe une page et demie de l'accord national interprofessionnel. Donc, je pense que c'est dire s'il est important pour les partenaires sociaux. Or, on peut se poser des questions de savoir si ces conditions de réversibilité et de volontariat pourront être respectées dans le futur, puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, on a de plus en plus d'entreprises qui ont pour projet de développer d'un côté le télétravail et de restituer des surfaces locatives de l'autre côté. Donc, quid d'un salarié qui s'autoriserait à refuser de télétravailler alors qu'on lui dit que dans son équipe de 10 personnes, il n'y a désormais plus que 6 postes de travail de disponibles. Et c'est un véritable enjeu parce que, comme je vous l'ai dit, c'était une pratique très limitée en 2017. Donc, la plupart des personnes qui ont choisi leur domicile à une époque de leur vie ne l'ont pas choisi pour télétravailler. Et on se retrouve aujourd'hui avec toute une catégorie de salariés qui n'ont pas un lieu d'habitat propice au télétravail et à qui l'entreprise doit pouvoir offrir des solutions alternatives. Sur la question des frais, l'ANI réaffirme le principe de prise en charge des coûts liés à l'exercice du télétravail. C'est un élément important dans la période actuelle où le télétravail prend de l'ampleur et va continuer à progresser. C'est une obligation qui figurait déjà dans l'ANI de 2005. Elle avait ensuite été ajoutée dans le Code du travail par la loi Warsmann de 2012, mais elle avait été supprimée par l'ordonnance de septembre 2017, ce qui pouvait expliquer que seuls 42% des accords que nous avons analysés prévoyaient une indemnisation des frais. Donc aujourd'hui, on a un décalage qui existait déjà et qui est réaffirmé par les partenaires sociaux entre les ANI de 2005 et maintenant 2020 et le Code du travail. Étant donné l'articulation des niveaux de la négociation collective, le télétravail fait partie du bloc 3, pour lequel l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche ou l'accord interprofessionnel. Donc, étant donné cette articulation des niveaux de négociation, il serait tout à fait envisageable de conclure un accord ne prévoyant aucune indemnisation des frais. Je laisse maintenant la parole à Christelle sur l'importance des collectifs de travail. Oui, tout à fait, Antoine. L'ANI insiste sur l'importance du collectif de travail et notamment sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre les temps passés au domicile et les temps passés au bureau. Cet accord insiste sur l'importance du travail collaboratif dans la vie professionnelle du salarié, mais aussi, j'ai envie de dire, dans sa vie personnelle. Et il met en évidence le fait qu'il faut maintenir un lien social et lutter contre l'isolement. Et ce faisant, il rejoint les résultats de plusieurs études qui ont déjà été réalisées, tant aux États-Unis qu'en Europe. Et pour vous citer une seule étude, celle de Santé publique France qui a été réalisée après la période du premier confinement, cette étude a démontré l'augmentation de 20% des troubles anxieux dans la population française et de 20% des idées suicidaires. Donc il est évident que les causes de cette dégradation de la santé psychique des Français sont multiples et dépassent largement la pratique du télétravail, mais toutefois le délitement du lien social et le sentiment d'isolement ont indubitablement joué un rôle dans cette situation. La question de l'autonomie et du contrôle est effectivement importante. Notre analyse des accords de télétravail a montré qu'il y avait une mauvaise articulation entre autonomie et contrôle.
avec peu d'autonomie dans l'organisation du temps de travail et peu de contrôle, le plus souvent déclaratif lorsqu'il y en a un. Donc cette situation risque de produire un allongement du temps de travail et elle illustre des modes de management inadaptés. L'ANI de 2020 fait de la confiance, de l'autonomie et de la responsabilité un postulat du télétravail. Celles-ci sont absolument nécessaires. Pour favoriser cette autonomie, l'ANI prône la définition d'objectifs clairs qui faciliteraient le management à distance. Pour autant, un contrôle du temps de travail reste nécessaire. Or, sur ce plan, les mesures apparaissent insuffisantes, puisque l'ANI souligne que le droit à la déconnexion doit faire l'objet d'un accord, mais bien souvent, les mesures apparaissent peu opérantes. Quant à la gestion de la charge de travail, c'est la grande absente. Elle n'est pas du tout mobilisée pour jouer une action régulatrice, puisqu'elle doit simplement faire partie des thèmes abordés lors d'un entretien annuel sur le télétravail, ce qui était déjà le cas dans le Code du travail et dans l'ANI de 2005. Donc de ce point de vue-là, il n'y a absolument pas de changement. En conclusion, cet ANI est un ANI de synthèse, c'est un guide pour la négociation qui aborde toutes les dimensions du télétravail. Il intègre de nouvelles dispositions, notamment pour tirer certains enseignements de la période Covid. Il donne des conseils relatifs à l'organisation du travail. Il réaffirme un certain nombre d'éléments que l'on trouvait dans l'ANI de 2005, mais plus dans le Code du travail depuis l'ordonnance de septembre 2017. Toutefois, il s'agit d'un guide plus que d'un accord prescriptif, car dans l'articulation des niveaux de négociation, comme on l'a vu, le télétravail fait partie du fameux bloc 3 pour lequel l'accord d'entreprise prime. En théorie, l'ANI ne trouverait donc qu'à s'appliquer qu'en l'absence d'accord. Mais sur le sujet du télétravail, sans accord, l'organisation relève du gré à gré et n'est pas d'ordre collectif. Or, plusieurs mesures de cet accord sont importantes dans un processus de développement du télétravail. On l'a vu pour les frais, mais c'est également le cas pour la réversibilité, pour le besoin de formation des salariés et des managers, ou également pour les circonstances exceptionnelles, qui ne figurent pas dans le Code du travail, ou alors sont bien inférieures à l'ANI. Donc si on veut prendre cet ANI au sérieux, il faudrait que les entreprises le considèrent vraiment comme une référence à appliquer, ou alors procéder à une adaptation législative.